les derniers développements de l'intelligence artificielle, je pense que la rapidité du développement de ces logiciels peut être surprenante, tant elle est difficile à suivre. Et je pense même qu'à l'heure actuelle, à notre échelle, il est difficile de mesurer pleinement les capacités qu'ont ces logiciels très performants, notamment ChatGPT 4. Et lorsqu'on voit la vitesse à laquelle OpenAI a sorti cette dernière version perfectionnée, on ne peut que être impressionné, voire inquiet, même quand on sait les impacts sociétaux que peut avoir l'utilisation croissante de ces logiciels. Toutefois, je pense qu'on ne peut que être enthousiaste face à l'utilisation de ces logiciels qui sont des outils précieux, je pense, pour l'avenir. Alors mon expérience de l'IA générative, je le confesse, j'ai utilisé parfois l'IA générative dans le cadre de projets scolaires. Et donc cela m'a apporté des réponses tout à fait claires aux questions que je me posais. Et je l'ai aussi utilisé dans le cadre d'apprentissage, notamment d'apprentissage de langue, où j'ai demandé à une IA générative de m'expliquer la structure grammaticale de certaines phrases, par exemple. Et cela m'a bluffé, puisque j'ai clairement eu l'impression d'avoir un professeur en face de moi. I think that in my career I will use generative AI to enhance the efficiency of my work, because it can be used, for example, for data analysis task, and so it can help me to take decisions in a more informed way. Je vois ainsi l'intelligence artificielle générative comme une promesse. Bon, voilà, on en avait peut-être oublié une dernière. Bonjour Vincent Le Serre, vice-présidente de Human Resource Group, et Bruno Zerbib. Bonjour. Chief Technology and Innovation Officer. Alors, chez Orange, comme on l'a dit ce matin, je ne sais pas si vous avez pu assister à une partie des échanges de la matinée, mais évidemment, on imagine que chez Orange, on le sait, le sujet de l'IA n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est l'accélération, le buzz ChatGPT. Comment un groupe comme Orange a accueilli cette accélération ? D'abord, on est une société de tech, hein, il ne faut pas l'oublier, avec énormément d'ingénieurs, et donc on l'a accueilli avec grand intérêt, grande curiosité. Il faut dire que dans notre métier, et Bruno pourra le raconter, l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle. Hein. Prenons un exemple simple que, en tant qu'utilisateur, vous ne voyez pas, mais la softwareisation des réseaux, c'est-à-dire le fait de maîtriser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et l'intervention dessus, et bascule progressivement d'une intervention physique à une intervention, par exemple, derrière écran. Les recommandations que l'on fait à nos clients au niveau commercial sont très souvent soutenues par de l'intelligence artificielle. Donc, encore une fois, c'est natif, je dirais, dans nos pratiques. Maintenant, c'est une révolution, c'est la machine à vapeur du col blanc. On voit effectivement énormément d'évolutions qui arrivent et on multiplie les use cases, donc on teste beaucoup. La double dimension, c'est à la fois que l'on teste, on creuse, on se donne notre ChatGPT maison pour pouvoir travailler sur nos propres données sans que laisser tout cela partir un peu dans la nature, de l'autre côté de l'Atlantique. On a énormément de use cases sur lesquels on teste et en même temps, on regarde la dimension humaine. Et je pense que c'est peut-être un peu ça qui nous caractérise, c'est-à-dire qu'on a un très gros programme de formation, d'acculturation auprès de nos équipes. On a travaillé sur les dimensions éthiques. Alors, on a un conseil d'éthique qui nous donne un certain nombre de conseils. On a élaboré une charte éthique autour de comment utiliser ou pas ChatGPT. Et enfin, on a décidé de lancer une étude sociologique sur qu'est-ce que ça veut dire pour des évolutions de métier. C'est-à-dire qu'on a pris des use cases, on a pris des chercheurs qui sont des sociologues qui regardent concrètement, eh bien, ça veut dire quoi pour un codeur ? Ça veut dire quoi pour quelqu'un en finance, en ressources humaines, ou quelqu'un dans la relation client? On a la conviction que c'est une rupture massive, intense, moi, ma conviction, c'est que ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Mais tout ce que je sais, c'est que ça bougera. Et qu'on avance, du coup, prudemment, on teste. Prudemment, non, mais il faut regarder toutes les pistes. Et puis certains sont des cul-de-sac, certains sont des boulevards. Mais en tout cas, il faut creuser, il faut regarder. Et il ne faut pas être tel le phare face à la vague, mais il faut plutôt surfer dessus. Qu'est-ce qu'on teste, justement, les expérimentations? Est-ce que vous pouvez, les premiers cas d'usage, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous citer? J'aimerais revenir sur ce concept de prudence, parce que si on
l'explique pas, on va rester dans l'ambiguïté. En fait, qu'est-ce que c'est la prudence? C'est pas clair en fait. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'on fait les choses lentement? On se pose plus de questions? Clairement, aller lentement, c'est une très mauvaise idée. C'est comme si vous regardez un film, vous ne savez pas si c'est une comédie dramatique, un film d'horreur, un film de science-fiction, vous vous arrêtez à la première minute. Ah non, je veux pas ça, je vais aller lentement là, je vais faire pause. Vous faites pause, vous n'allez absolument pas savoir ce qui va se passer. Donc de toute façon, vous allez devoir avancer. C'est exactement pareil avec l'intelligence artificielle et clairement l'AI génératif. Aujourd'hui, on n'est pas prudent, on essaie d'être intelligent. Justement, j'utilise ce mot-là sur notre approche. Et donc, on a un point de vue qui est le nôtre, qui est assez développé. Donc, on a une organisation d'intelligence artificielle qui existe depuis pas mal de temps. Comme le disait Vincent, elle existe, elle a été créée il y a, on va dire, au moins 25 ans. Donc, on parle de l'intelligence artificielle, système expert, etc. Et elle a évolué. Elle a évolué avec de nouveaux talents. Hein. Le leader, le Chief AI Officer qu'on a au niveau du groupe, et c'est un Californien qui vient de chez Meta, donc on a des écosystèmes qui sont très forts. Moi-même, j'ai passé 25 ans aux États-Unis, donc en fait, on a pas mal des relations assez fortes avec l'écosystème américain. Et aujourd'hui, la prudence pour nous, c'est quoi? C'est clairement qu'il faut mettre un maximum de personnes sur le sujet. En fait, la meilleure façon d'éviter le truc casse-gueule qui nous expose en pleine figure, c'est surtout ne pas transformer ce sujet en sujet élitiste. Il faut qu'il y ait en fait une popularisation de ce sujet et qu'il y ait un maximum de gens avec un maximum de connaissances qui puissent regarder. C'est la première partie. La deuxième partie, il faut des écosystèmes qui soient complètement ouverts. Donc par exemple, nous, on est engagé auprès de Meta sur toute leur initiative open source. Vous êtes familier avec Llama par exemple. C'est très important pour éviter vraiment le risque, c'est de mettre un maximum de personnes en visibilité sur ces sujets-là. Et c'est comme ça, en fait, comme Wikipédia. Voilà, vous allez sur Wikipédia, vous pouvez avoir des choses fausses, mais généralement, c'est rare. Pourquoi? Parce qu'il y a un maximum de personnes qui ont accès et qui peuvent corriger. Donc nous, on croit en fait dans cette intelligence collective pour régler en fait le risque, pour adresser le risque de l'IA. Mais comment donc on forme massivement pour embarquer tout le monde? Oui, absolument. En fait, on a un programme de formation, je dirais à 3 niveaux, hein, qui est... on dit l'intelligence artificielle comme une culture. On est plutôt sur un format 30 000 personnes à former. Hein. Ah oui. On parle ensuite d'intelligence artificielle comme un outil, c'est-à-dire qu'il va changer un peu un certain nombre d'activités qu'on va accompagner. Et là, on est plutôt à un horizon de former 5 000 personnes. Et après, on a l'intelligence artificielle comme un métier, ou avec des data scientists, des data analystes. Et là, on fait du reskilling, en fait, hein, concrètement. Alors, c'est des populations plus petites, souvent des gens qui étaient dans des métiers déjà techniques, et qu'on fait évoluer. Et puis on développe aussi nos propres écoles de formation. Un exemple concret, c'est qu'on a mis en place des formations par apprentissage sur lesquelles, data scientists, data analystes, sur lesquelles effectivement on accueille des jeunes et que l'on forme sur ces métiers-là. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'on peut accueillir sur ces métiers-là souvent des jeunes qui ne viennent pas forcément des cursus classiques et qui ont décidé de se reconvertir sur ces métiers-là. Donc parmi on a, je crois de mémoire, à peu près 300 personnes qui sont déjà passées dans ces cursus, qui est notre école d'apprentissage propre. Alors ça ne couvre pas tous nos apprentissages, puisqu'on a environ 4000 apprentis par an, donc c'est beaucoup plus large. Mais on se rend bien compte que de toute façon, il n'y a pas d'école de formation structurée qui apporte ça naturellement. Enfin, personne ici n'a étudié ChatGPT à l'école, et pour cause. Donc on est obligé d'accompagner culture, outils, métiers, et parfois aller prendre les gens à la sortie de l'école pour les faire grandir. Avec une envie réelle des collaborateurs, une méfiance, on parlait dans le sondage tout à l'heure de méfiance, dans le sondage OpinionWay. Quel est le ressenti de vos collaborateurs? C'est très ambivalent. On a une immense curiosité et parfois des angoisses proportionnées. Je me rappelle le sondage, alors ce n'est pas celui-là, mais où effectivement la dimension risque-opportunité était présente chez tout le monde, mais plus j'ai des barrettes sur l'épaule, plus j'y vois une opportunité. Bien sûr. Plus je suis en bas de l'échelle, plus je vois ça comme un risque par rapport à mon métier. Moi, ma conviction, c'est que probablement il y a des métiers tous les métiers vont évoluer. On va avoir du ChatGPT Inside dans un énorme nombre de métiers. Je vous donne un exemple concret d'hier soir. On a un service partagé en ressources humaines
qui répond avec un call center, avec des mails à plein de demandes de collaborateurs. La patronne de ça me dit hier soir, on va tester un truc pour générer des réponses automatiques en leur demandant le niveau de politesse suivant les différentes situations pour pouvoir répondre de manière automatique à un certain nombre de demandes. Je dis bien sûr, on va tout relire. Et le sujet de l'hallucination reste présent. Mais c'est quand même relire, c'est 20% du boulot de produire. Voilà. Et donc, l'idée de fond, c'est effectivement de pouvoir accompagner au mieux, d'être clair sur le fait qu'il y aura de ça dans toutes les activités de col blanc, qu'il faut tester, qu'il faut regarder la dimension humaine, il faut prendre vraiment cet aspect-là, et ça va être moins des métiers qui vont être bouleversés que des activités qui vont être à l'intérieur des métiers qui vont beaucoup évoluer. On sait à quel point l'éthique et la responsabilité sont des valeurs fortes pour votre groupe. Comment est-ce qu'on peut promouvoir une IA la plus éthique et responsable possible? C'est un des autres grands enjeux. Bon, après, je te laisse la parole. Comment en étant, d'abord, je pense, comme le dit Bruno, en allant vite, c'est-à-dire en essayant, en regardant, c'est-à-dire qu'il faut, en affrontant la réalité, pour être vraiment conscient de l'ensemble des risques et opportunités. La deuxième chose, c'est d'aussi prendre du recul par rapport effectivement aux usages, à la compréhension. Je le disais, encore une fois, avec un conseil scientifique qui nous donne, et éthique qui nous donne des orientations par rapport à ça, avec par exemple l'élaboration d'une charte d'usage qui a maintenant 6 mois. C'est pas rocket science et ça appelle toujours des éléments de réponse, mais qui, par exemple, de dire ne mettez pas vos données dans la nature, quand vous avez des données, ne les utilisez pas telles quelles, mais vous devez obligatoirement les relire pour éviter les effets d'hallucination. Si c'est produit par ChatGPT, dites-le. Voilà, des principes de base comme ça. C'est comme ça aussi qu'on peut avoir des dimensions éthiques. Et puis, encore une fois, dans le dialogue, et dans l'analyse sur les faits sociologiques. Je disais qu'on a demandé à une équipe de sociologues de travailler là-dessus. Ça se fait dans un cadre très particulier, très spécifique Orange, qui est ce qu'on appelle l'Institut des métiers, qui est une organisation qui existe depuis longtemps chez nous et qui a un comité de supervision paritaire, organisation syndicale et direction, sur lequel on a des conversations off très ouvertes et sur lequel on se dit sur quoi on va travailler demain. Et ça, le quoi, ça peut être par exemple, au-delà de tous les buzzwords, le télétravail, comment ça fonctionne vraiment et qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas. Et là, on a décidé de se faire un petit demi-tour à frein à main sur les sujets en se disant, là, on a un vrai gros sujet et on va mettre les moyens là-dessus. Donc ça donne aussi par l'instance qui porte ça et par l'équipe qu'on met là-dessus, effectivement, un angle particulier qui est qu'il ne s'agit pas que d'un sujet technique, mais il s'agit aussi, et d'abord, presque d'un sujet humain. Voilà. Et de la nécessité d'embarquer tout le monde. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Vincent, évidemment, mais je vais le nuancer un petit peu, c'est un sujet générationnel. C'est-à-dire qu'on est en 2023, donc le centre de gravité aujourd'hui, c'est quand même, on se déplace de la génération X à la génération Y, avec les milléniums qui deviennent de plus en plus importants. Et la génération Y a une façon de travailler qui est quand même différente on va dire de ma génération, mais je me suis adapté au code de la génération Y, qui est l'agilité. C'est-à-dire que nous, en fait, la génération X, on adore tout planifier sur les 50 prochaines années, et en se disant, voilà, on va faire le comité de ceci, cela, des plans directeurs, on va mettre des spécialistes. La génération Y a une approche un peu différente, c'est-à-dire on va essayer, et si on se plante rapidement, et on s'adapte. Donc moi, je pense qu'en fait, on va se retrouver avec des cultures d'entreprise qui vont être une représentation du mix générationnel, et on va voir en fait où est le pouvoir. Est-ce qu'il a basculé dans la génération Y ou est-ce qu'il est toujours très Gen X? Et puis parfois on verra que c'est entre les deux, que c'est pas clair. Mais on va voir en fait que la partie génération X va être extraordinairement focalisée sur il faut prévenir, il faut prédire, il faut modéliser, il faut avoir tous ces trucs-là. Et on va avoir une approche beaucoup plus incrémentale, itérative, un peu brouillonne de la génération Y qui va se dire bah non, de toute façon on va essayer, dans le pire des cas, on a fait une grosse connerie et puis c'est pas grave, on fait marche arrière et il n'y aura pas de mort. Et donc je pense qu'il va y avoir en fait, vraiment ces deux styles qui représentent en fait le fait qu'on a plusieurs générations et les gens qui vont se poser plus ou moins de questions. Et c'est une bonne chose. Donc je pense qu'il faut faire les deux, c'est-à-dire que la génération X, son approche très dans la planification a encore une certaine valeur, et puis ça nous permet d'avoir les idées claires, prendre un peu de recul, réfléchir.
puis en même temps, on va apprendre et on va rapidement réagir. Et je reviens sur ce que vous dites sur la génération Y, une nécessité aussi de bien les former à ne pas perdre de vue le sens critique, la remise en cause de ce que la machine, de ce que ça produit. Ça, c'est important aussi dans la formation de cette génération. Tout à fait. Et on est vraiment, en plus de ça, on est dans des façons d'apprendre, et Vincent sait ça très bien, puisqu'il est vraiment, c'est le leader sur ces sujets-là, mais on est vraiment sur des cycles d'apprentissage qui sont complètement différents. On a la génération TikTok qui arrive et qu'il faut tout expliquer en 30 secondes. Et donc, voilà, là, on a la génération 15 minutes, 1 heure de focus, et puis voilà, la nôtre, on était capable de prendre un peu plus de temps, mais faire moins de sujets en même temps. Donc, en fait, on se rend compte qu'il va falloir être multimodal, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir une capacité à pouvoir cibler des populations qui sont très différentes, avec des modes de diffusion de la connaissance qui vont être très différents. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de faire. Et de toute façon, les modes d'apprentissage ont sacrément évolué, hein, au-delà de la digitalisation et de la formation. Quand vous étiez dans des modèles qui étaient plus de mentorat sur des métiers que les gens maîtrisaient déjà, être mentoré par quelqu'un qui découvre les choses en même temps que vous, c'est plus compliqué. Donc c'est plutôt apprendre à apprendre, enfin, classiquement. Et ça impose de revoir effectivement les modèles d'apprentissage et les types de formation. Autre sujet préoccupant, l'empreinte carbone de l'IA générative. Gros sujet, gros enjeu. Comment vous saisissez-vous du sujet chez Orange ? C'est une obsession chez Orange, hein, puisque Orange, on est, je crois, le seul opérateur à avoir fait un pledge d'être carbone neutral d'ici 2030. Donc pour nous aujourd'hui, c'est une priorité absolue avec derrière un véritable engagement. Donc, qui nous engage tous dans toute la compagnie. Donc déjà, ça c'est le point de départ. Une fois qu'on a dit ça, maintenant je vais répondre précisément à votre question. Aujourd'hui, quand vous regardez la courbe de consommation de ressources de ChatGPT, version après version, c'est exponentiel. C'est-à-dire que pour entraîner un modèle avec de plus en plus de paramètres, il faut de plus en plus de machines. Et on voit bien, par exemple, que chez les hyperscalers, je ne vais pas les nommer, mais quand ils se sont rendus compte, ils se sont réveillés il y a 1 an en se disant « mince, on a sous-estimé l'AI génératif, il va falloir qu'on revoie à la hausse nos prévisions d'expansion de nos clouds », on parle de 5x, on parle de multiplication par 5 du nombre de machines dans les data centers. C'est de la folie. Ils n'ont pas l'espace, ils n'ont pas les ressources, il faut refroidir tous ces serveurs, ils n'ont pas forcément de l'énergie comme nous qui est nucléaire, donc on voit bien la véritable catastrophe que ça peut créer. Donc aujourd'hui, on est dans une courbe exponentielle qui est catastrophique. C'est pour ça qu'il y a énormément de startups qui sont en train de travailler sur l'optimisation. L'optimisation, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous investissez des centaines de millions, des milliards pour entraîner un modèle, on espère vraiment que vous allez perdre de l'argent parce que dans 1 ou 2 ans, vous allez être capable de faire la même chose pour 10 fois moins de ressources. On n'a pas le choix, de toute façon, il faut que ce modèle change. Donc les modèles vont être de plus en plus complexes, on n'a absolument pas la possibilité de faire autrement pour que ces versions d'AI générative deviennent de plus en plus intelligentes. Par contre, là où il y a de l'optimisation, c'est faire en sorte qu'on ait besoin, pour un modèle avec, on va dire, une centaine de paramètres, dans 2-3 ans, 10 fois moins de ressources pour exactement la même création d'intelligence. Et c'est ça aujourd'hui, l'innovation qui est qu'on espère qui est devant nous, sur lequel les startups, les boîtes les plus innovantes vont être capables de délivrer des résultats. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'était passionnant. Merci à vous. Avant de passer la parole aux dirigeants de Veolia, je vous propose d'entendre à nouveau la nouvelle génération et leur vision de l'IA générative.